Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on revient avec un cas d'une disparition très inquiétante et très mystérieuse qui n'a jamais été médiatisée. Donc je suis sûre à 100% que c'est la première fois que vous allez entendre parler de cette disparition. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. En effet, bien que certains dossiers de disparition soient très largement médiatisés sur le territoire national, comme par exemple les disparitions d'Émile et de Lina, la majorité des autres cas de disparition ne suscitent pas autant d'intérêt, sont oubliés de tous, sauf des familles qui, elles, restent dans leur détresse et dans l'ignorance. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler du cas de la disparition de Lucas Kwang. C'est un jeune homme que la vie n'a pas épargné et qui disparaît dans des circonstances très suspectes une nuit d'hiver 2021. C'est un dossier qui est pris en charge par l'ARPD, l'association ARPD, pour assistance et recherche de personnes disparues, association pour laquelle je suis enquêtrice bénévole. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque vous pouvez avoir un impact dans ce dossier. Je vous remercie énormément et on se retrouve juste après ça. Lucas Kwang est un homme qui venait d'avoir 39 ans au moment de sa disparition, c'est-à-dire en novembre 2021. En effet, il naît le 2 novembre 1982 à Arles, jolie ville du sud de la France traversée par le Rhône, dans le département des Bouches-du-Rhône et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Niveau familial, il a une très bonne entente avec sa mère Sylvie, qu'il appelle au moins 2 fois par semaine. Sylvie, elle, qui vient du Laos. Sylvie a eu plusieurs mariages. D'ailleurs, elle a eu un premier fils de son premier mariage, un premier mariage qui s'est soldé par un divorce. Elle a eu ensuite 6 enfants avec son deuxième mari, dont Lucas, son deuxième mari qui lui est également laotien. Lucas a 3 sœurs, toutes plus grandes que lui, et il a également 2 petits frères. Ce mariage se passe très mal et il se termine par une séparation et un divorce qui est acté en 2001. En effet, le père de Lucas était violent avec Sylvie, donc sa mère, et pour cela et d'autres faits très graves également, il a quand même écopé de 15 ans de prison, dont il ressort après seulement 7 ans. À noter que Lucas était le seul encore en contact avec son père au moment de sa disparition. Sinon, la mère de Lucas, elle s'est remariée en 2019 avec un homme avec qui tout semble bien se passer et il n'habite plus dans la région d'Arles. Lui, Lucas, habite toujours dans sa ville de naissance, c'est-à-dire à Arles. Il y habite place Saint-Pierre. Il vit seul dans son appartement, plutôt modeste, au 3e étage d'un petit immeuble. Plus jeune, Lucas avait de l'assurance. Apparemment, il plaisait aux filles, mais il a vraiment changé au moment de la séparation, du divorce de ses parents en 2001 alors qu'il était âgé de 18 ans. Il prend beaucoup de poids par la suite dû à la prise d'un traitement. Il sera déclaré adulte handicapé en 2007. En effet, Lucas est reconnu schizophrène depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est quelqu'un qui est décrit comme étant très linéaire et qui dort beaucoup à cause de son traitement et de sa maladie. Sa mère le décrit comme étant fragile, gentil, très naïf, et un de ses frères, Franck, avec qui il s'entend très bien, dit que ce n'est pas un peureux et qu'il ne se laisse pas faire, et il peut être également impulsif. Dû à une prise de traitement sporadique, il a dû être placé sous tutelle, puis ensuite sous curatelle renforcée, afin de l'aider à gérer et de contrôler les actes importants de sa vie civile avec une gestion administrative et financière. En 2019, il sera à nouveau autonome à sa propre demande. Il était toujours sous traitement au moment de sa disparition. Donc son traitement, c'est prise de clozapine, des pacotes et un 3e cachet
inconnu. Et il est également évidemment suivi par un centre médico-psychologique qu'on appelle CMP. D'ailleurs, juste avant sa disparition, il s'y était rendu et tout avait l'air de se passer très bien. Sans emploi, il avait réalisé une formation en vente, mais il n'arrivait pas à garder les quelques stages qu'il avait pu obtenir. D'ailleurs, juste avant sa disparition, il avait eu un stage qui a très rapidement été avorté pour un souci qu'on n'a pas su identifier. Les enquêtrices à RPD sont même allées voir le responsable du magasin dans lequel Lucas aurait fait son stage. Et il dit qu'il ne connaît pas Lucas, qu'il ne l'a jamais vu. C'est étrange puisque comme Lucas est typé asiatique, il s'en serait souvenu, selon ses dires. En tout cas, malgré cela, il cherchait quand même du travail. Lucas ne perdait pas espoir. Il avait même refait son CV en octobre 2021. Il passait beaucoup de temps à traîner puis à jouer à la PlayStation, seul ou des fois accompagné par d'autres amis. Il était par contre très amoureux de sa copine Jamila, avec qui il était depuis 5 ans. Jamila étant, elle, bipolaire et diabétique. Alors selon ce qu'avait rapporté Lucas à ses proches, mais il n'y a pas d'avis professionnel avéré sur ce point. Il semble qu'il passait énormément de temps à s'occuper d'elle. C'était comme un infirmier. Il était aux petits soins. Il lui payait tout également, alors qu'elle avait des aides spécifiques. Et il semblait, selon ce qui nous a été rapporté, que la famille de Jamila profitait de la gentillesse de Lucas. En effet, c'était pas inhabituel d'entendre la sœur de Jamila lui demander, je cite, va demander à ton mec d'aller m'acheter des clopes. Au moment de sa disparition, il avait de mauvaises fréquentations, dont un certain R, qu'il voit assez régulièrement, qui lui est également malade, qui serait, selon ce qu'il a rapporté, bipolaire. Alors il faut savoir que c'est vrai que dans ce dossier, beaucoup de personnes qui gravitent autour de Lucas sont également atteintes de pathologie psy parce qu'ils côtoient les mêmes structures, le même environnement. Donc Lucas et R passent pas mal de temps ensemble, notamment ils aiment bien se balader au bord du Rhône. R, c'est pas un inconnu de la famille de Lucas, puisqu'il est le frère de la femme d'un des deux frères de Lucas. En plus simple, lui et Lucas sont des beaux-frères. C'est dans ce contexte un petit peu particulier qu'on arrive à la disparition de Lucas. Sa disparition, qui je vous le rappelle, s'est déroulée dans la nuit du 28 au 29 novembre 2021. La semaine qui précède sa disparition, Lucas dort chez son père qui lui réside également à Arles, puis il rentre chez lui quelques heures seulement avant sa disparition, soit le dimanche 28 novembre 2021. Il appelle dans l'après-midi son père à 2 reprises, qui ne répondra pas de suite parce qu'il n'était pas disponible. Lui va le rappeler le lendemain, soit le lundi 29 novembre 2021, mais il n'aura pas de réponse de son fils. Il tombe directement sur sa messagerie. Dans la semaine, il va passer en voiture devant le logement de son fils, puis il va voir que la voiture de Lucas est toujours garée sur sa place de parking privée. Il essaye à nouveau de l'appeler, mais en vain. Et c'est assez étrange car Lucas devait venir manger chez lui le mardi 30 novembre au soir et il n'est pas venu. Et d'ailleurs, il ne l'a même pas prévenu. Et puis en plus de ça, il reste injoignable. Et c'est pas du tout dans les habitudes de Lucas. 6 jours s'écoulent sans que personne n'ait plus aucune nouvelle de lui. Inquiet, le père de Lucas va donc prendre contact avec les 2 frères du disparu. Et il va donner l'alerte. Et c'est un des 2 frères qui va donc se rendre au commissariat de police de Arles le 5 décembre 2021 pour déclarer la disparition inquiétante. Il explique lors de son audition que ce même jour, Jamila, qui n'avait pas non plus de nouvelles de Lucas, elle a vu la voiture de Lucas garée et donc elle s'est dirigée vers l'appartement. Elle a sonné, elle a frappé à la porte, personne ne répond. Elle va donc appeler les pompiers qui eux vont venir avec une échelle et qui vont rentrer dans l'appartement par le balcon au 3e étage. Les pompiers constatent plusieurs choses, mais la plus importante, c'est que le logement, qui est verrouillé depuis l'extérieur,
est vide d'occupants. Lucas n'y est pas. Ils appellent donc à la suite de l'intervention les forces de l'ordre. Par rapport à l'appartement, noteront dans leur rapport, je cite, un état d'insalubrité totale avec de nombreux détritus, notamment dans la cuisine et le salon. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça m'a tout de suite fait penser au syndrome de Diogène, mais alors ça a jamais été évoqué dans ce dossier, donc tout simplement je dirais ici que Lucas n'était pas soigneux avec son appartement. Jamila se confie au frère de Lucas sur la dernière soirée notamment qu'elle a passée avec lui. Il s'agissait du soir de la disparition de Lucas, soit le 28 novembre 2021. Donc dans la soirée, elle était chez lui, avec lui. Donc il faut savoir qu'elle vivait presque là-bas, hein. Ils étaient tout le temps ensemble, mais qu'elle de son côté, elle avait quand même un appartement. Une dispute aurait éclaté entre les deux et elle explique que Lucas l'aurait quitté à ce moment-là. Elle reste assez évasive sur les raisons de leur dispute et elle va dire au frère de Lucas, je cite, qu'elle ne peut pas en parler. Donc, il l'a raccompagnée chez elle en voiture ce soir-là. Donc ça, c'est la version de Jamila. Donc, elle explique avoir dit à Lucas à ce moment-là qu'elle avait oublié ses médicaments chez lui. Elle lui a demandé d'aller les récupérer. Donc lui, il serait reparti après l'avoir déposé chez elle, mais il ne serait jamais revenu. Et ce serait pour cela, donc une semaine après, que devant le mutisme de Lucas, elle serait retournée chez lui. Ce serait pour récupérer ses affaires. Elle aurait donc fait appel aux pompiers. Une autre déclaration sera faite quelques jours plus tard par le deuxième frère de Lucas qui va demander aux enquêteurs s'ils pouvaient regarder les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du quartier. Notamment, il y a un petit magasin juste à côté de là où habite Lucas qui a donc des caméras et d'autres caméras qu'il a demandé à ce qu'elles soient saisies. Il a également demandé à ce que la voiture soit saisie et qu'il y ait des analyses de réaliser. Malheureusement, aucune de ces caméras ne sera visionnée et apparemment les enregistrements étaient déjà écrasés quand les enquêteurs se sont intéressés à ces caméras. Et également la voiture de Lucas, qui est une Audi A3 immatriculée AW95JL noire, n'a pas été saisie. Et c'est bien dommage parce que vous vous demandez peut-être pourquoi la voiture est un élément important dans la compréhension des événements qui ont amené à la disparition de Lucas, tout simplement parce qu'ils ont été observés des détails assez étranges qui méritent quand même qu'on s'y attarde. Ce sont des détails qui ont été observés par les frères et sœurs de Lucas, mais également par son père. En effet, le fauteuil conducteur de la voiture est anormalement rapproché du volant, ce qui correspond pas du tout aux habitudes de Lucas, puisqu'en plus de ça, Lucas est de corpulence forte. Et le fauteuil côté passager est quasiment allongé. Voilà pourquoi c'était intéressant, je pense, de saisir la voiture dans ce dossier. Bon, la voiture ne sera pas saisie et elle sera finalement enlevée le 3 mai 2022 par la police municipale et vendue aux enchères. Aux dernières nouvelles, elle a été rachetée par un garage situé à Saint-Pons. Mais après, on n'a pas plus d'informations que ça. Est-ce que la voiture est encore dans le garage ou est-ce qu'elle a été rachetée depuis? Selon les analyses des données téléphoniques de Lucas, il semble que le portable soit éteint depuis le 29 novembre 2021 à minuit 21, soit dans la nuit du dimanche au lundi. Si on remonte un peu dans le temps, le bornage téléphonique le situe presque 24 heures plus tôt, soit dans la nuit du 27 au 28 novembre 2021, à 2h19 à Sérac, donc à environ 1 heure de route du domicile. Donc il semble qu'il passe la nuit là-bas. Alors c'est pas quelque chose d'étrange puisque Lucas a l'habitude de se rendre dans cette commune. Il semble passer la nuit là-bas puisque son téléphone reste inactif jusqu'à 8h19 au jour de la disparition, 8h19 du matin. Il rentre ensuite sur Arles, ensuite il porte dans différents lieux d'Arles, puis donc toujours ce 28 novembre 2021, à 23h23, il effectue un retrait au distributeur automatique à Trinquetail, donc c'est dans son quartier. Et donc finalement, comme je vous le disais, son dernier bornage le situe le 29 novembre 2021 à minuit 21 aux 2 rue Guynemer à Arles, donc c'est juste à côté de chez lui et il avait l'habitude de border là-bas son portable. Les échanges téléphoniques qu'il entretient la veille et le jour de sa disparition sont également très intéressants. En effet, il va échanger plus de 27 fois au téléphone avec son ami R, qui est domicilié lui à Boulbon, à une 30aine de minutes de domicile de Lucas. Ce R est d'ailleurs très rapidement montré du doigt, pointé du doigt dans la disparition
de Lucas, de par la mauvaise influence qu'il pouvait avoir sur lui, mais également sur sa potentielle dangerosité, mais également son comportement étrange après que son ami n'ait plus donné signe de vie. Il a en effet lui-même disparu 3 jours après la disparition de Lucas, soit le 3 décembre 2021. Habitant à Boulbon, comme je vous le disais, il a été retrouvé inconscient à Martigues, puis a demandé à être interné. Ensuite, il n'a plus du tout communiqué sur la disparition de son ami jusqu'à sa sortie. Il a ensuite été entendu par la police plusieurs mois après la disparition de Lucas. Et lui, il expliquait qu'à ce moment-là, il n'allait pas bien non plus et qu'en fait, il a fait une décompensation suite à l'arrêt de sa prise de médicaments. Je vous rappelle, lui, il est considéré comme bipolaire. Il explique également que Lucas s'était mis à boire beaucoup d'alcool avant sa disparition et en fait les deux ils n'allaient pas bien au même moment selon ce qu'il rapporte. Ce qui est étrange, c'est qu'il explique que Lucas et lui ne se sont pas vus depuis le 25 novembre 2021, soit 3 jours avant sa disparition, alors qu'on sait que le téléphone portable de R le situe également à Sérac au moment où le téléphone de Lucas y a borné 24 heures avant sa disparition. Donc c'est vrai qu'il semble assez peu probable que les deux comparses ne se soient pas vus là-bas, d'autant plus que R ne possède pas de véhicule, contrairement à Lucas. Donc on peut se demander comment est-ce qu'il se serait rendu là-bas. Ce sont de simples questionnements, ça se trouve il y a une explication tout à fait logique. Et après, par contre, ce qu'il explique par rapport au fait qu'il se soit vu le 25 novembre, c'est que Lucas était venu chez lui à ce moment-là juste pour prendre un café. Il revenait d'un bricot-dépôt apparemment avec un certain monsieur H. Cela correspond en effet avec le témoignage du voisin du dessous de Lucas qui explique que 2 jours avant sa disparition dans sa voiture, dans la soirée, il était accompagné de quelqu'un mais qu'il n'avait pas su l'identifier parce qu'il était dans le noir. Et ce qui rend monsieur H assez intéressant, en tout cas comme témoin dans la disparition de Lucas, c'est qu'il échange énormément avec lui au téléphone et qu'ils n'ont pas l'air de s'entendre plus que ça, de ce qu'a rapporté R dans le procès verbal de police lorsqu'il a été entendu. Il faut savoir que le dernier contact de H et de Lucas s'est fait le jour de la disparition de Lucas, soit le 28 novembre 2021. Lui aussi sera interrogé par les enquêteurs, mais n'apportera aucun élément qui pourrait les aider à retrouver le disparu. Je note cependant, dans sa déposition, qu'il dit avoir vu Lucas pour la dernière fois à la mi-novembre, alors qu'il l'a vu, selon les propos de R, chez lui 3 jours avant sa disparition. Le dernier appel entrant ou sortant avant la disparition de Lucas, par contre, c'est un appel qu'il a passé avec Jamila, donc le jour de sa disparition. Et depuis ce jour-là, il faut noter qu'il s'est totalement volatilisé. Plus personne n'a aucune nouvelle de lui, plus personne ne l'a vu, on n'a pas de témoignage visuel, c'est quand même assez étrange. Donc il y a plusieurs courriers qui ont été envoyés par la mère de Lucas au procureur de la République de Tarascon. Malheureusement, aucune réponse ne sera apportée au questionnement de la famille de Lucas, puisque de toute façon, aucune réponse à ce courrier ne sera parvenue aux proches de Lucas. La famille a donc saisi notre association en 2022, notre association ARPD pour assistance et recherche de personnes disparues, afin qu'on aide dans la quête de la vérité. Donc déjà, qu'est-il arrivé à Lucas cette nuit du 28 au 29 novembre 2021 ? Qu'a-t-il fait ? Est-ce qu'il est parti seul ? Est-ce que quelqu'un s'en est pris à lui ? Et tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, il est vivant quelque part ? C'est possible, s'il est vivant quelque part et qu'il a voulu changer de vie, grand bien lui fasse, et on avisera juste la famille, s'il ne veut plus rester en contact avec sa famille, qu'il est vivant mais qu'il ne veut plus avoir affaire avec eux, ça arrive très souvent, mais pour le moment on ne retrouve aucune trace de lui. Depuis que le dossier a été repris par une nouvelle équipe de bénévoles ARPD en mai 2024, il y a plusieurs éléments qui ont été mis en lumière. En effet, le contact déjà avec le policier qui était en charge du dossier a permis de savoir que l'enquête a été clôturée, ou plutôt classée sans suite, je dirais, en février 2023. Également, on sait que Lucas est inscrit au fichier des personnes recherchées jusqu'en décembre 2026 et que son profil génétique a été enregistré au FNEG. Le policier explique à nos bénévoles que l'hypothèse privilégiée pour la disparition de Lucas est le suicide.
il aurait mis fin à ses jours en se jetant, selon eux, dans le Rhône. En effet, il habitait juste à côté du fleuve. Cependant, à ce jour, il n'y a aucun élément qui vient appuyer cette hypothèse, bien qu'elle soit totalement valable. Et Lucas n'a toujours pas été retrouvé. Il faut savoir que c'était quand même il y a 3 ans déjà. Mais je reviendrai sur toutes les hypothèses qu'on a dans ce dossier dans quelques minutes. Avant, je voulais dire un petit peu ce qu'on faisait au niveau de la RPD pour aider dans ce dossier où il n'y a plus d'enquête officielle ouverte, je vous le rappelle. Donc en fait, on est aujourd'hui le dernier espoir de la famille, en tout cas d'aider à faire rouvrir potentiellement l'enquête. Je vous en parlerai un peu plus en fin de vidéo également. Donc la mère et le beau-père de Lucas ont gardé pas mal d'affaires de Lucas après que l'appartement a été remis en location derrière. Dans ces affaires, il y avait notamment le PC portable de Lucas et une tour que la famille a envoyée aux bénévoles ARPD et surtout à une bénévole qui est spécialiste aux INT afin qu'on puisse analyser potentiellement des choses qui pourraient nous aider à résoudre la disparition, ou en tout cas à aider à résoudre la disparition de Lucas. Ça a été reçu en juillet dernier, donc les analyses sont en cours. Également, suite à la diffusion sur nos réseaux sociaux de l'avis de disparition de Lucas, on a un homme qui connaissait Lucas, qui a pris contact avec nos bénévoles et qui donne quelques informations supplémentaires, notamment sur l'environnement et sur les connaissances de Lucas. Tout d'abord, on apprend que Lucas était très impacté, en tout cas il avait été très atteint par la mort d'un de ses amis en 2020, de qui il était très proche, et également que Lucas allait jouer à la console chez un ami et que le colocataire de cet ami-là n'appréciait pas du tout Lucas. Notamment, je crois, parce qu'il était un peu bordélique. Et c'est un colocataire qui fait un petit peu peur, c'est quelqu'un qui possédait des armes illégalement. Bon, ça c'était avant la disparition de Lucas, donc ça n'a pas d'impact sur le dossier, mais c'est juste pour vous dire à quel point il pouvait être un peu inquiétant. Également, c'était une personne reconnue schizophrène et qui avait déjà montré un potentiel de dangerosité important. Les bénévoles vont également interroger à nouveau Jamila, qui semble plutôt effacée face à cette histoire, face à la disparition de son ancien compagnon. Elle reste également à nouveau assez évasive quant à la raison de la dispute le soir de la disparition de Lucas. Elle dit par contre ne pas lui connaître d'ennemi. Elle rapporte également qu'il avait 2 numéros SFR, un qu'on connaît et un dont on n'a pas connaissance, et elle ne s'en souvient plus. Et son ancien téléphone qui possédait ce numéro de téléphone dans son répertoire est cassé. Elle rapporte avoir essayé de joindre ce 2e téléphone après la disparition de Lucas, que cela sonnait, que ça décrochait, et que ça finissait par raccrocher. Et elle disait que Lucas, au moment de sa disparition, semblait aller bien. Ce qui est assez étrange, puisque aux enquêteurs, elle disait que c'était pas trop le cas, qu'il allait pas très bien en ce moment. En général, et c'est ce que m'ont rapporté les enquêtrices sur le dossier, il est très difficile d'obtenir une idée claire des rencontres faites par Lucas avant sa disparition, ainsi qu'une idée précise de son emploi du temps, car ses amis qu'il côtoie, en tout cas ses connaissances qu'il côtoie, peuvent être assez incohérentes quand elles parlent, car la plupart sont atteintes de troubles psy et que clairement ça a un impact dans les souvenirs et dans la manière de raconter les choses également. Par rapport aux hypothèses, je vous avais dit que pour la police, l'hypothèse principale était le suicide. C'est tout à fait entendable de penser à cette hypothèse et ça reste une des hypothèses privilégiées à ce jour, notamment au vu des événements très récents dans sa vie qui auraient pu le mener à un tel geste. Déjà le fait qu'il ait eu un échec avec son stage qui a été rapidement écourté, et également la rupture avec sa petite amie le soir de sa disparition. Les enquêteurs pensent aussi que l'état de l'appartement de Lucas révèle que son état d'esprit au moment de sa disparition peut mettre en lumière un état psychologique délétère. Cependant, la séparation d'avec sa petite amie, bien qu'apparemment déclenchée le soir de sa disparition par une énième dispute, était déjà réfléchie depuis quelque temps. Lucas en avait en effet parlé à son père et à sa mère, qui laisse penser que ce n'était pas un événement brutal, puisqu'il y avait déjà réfléchi en amont. La proximité du logement de Lucas avec le Rhône leur fait penser aux enquêteurs qu'il s'y aurait jeté et qu'il aurait mis fin à ses jours de cette manière. Ce qui paraît étrange, c'est qu'il avait quand même des projets, notamment de trouver un nouveau travail. Il n'était pas en rupture de traitement également. Donc on peut se
poser la question, est-ce que cette hypothèse est réellement l'hypothèse principale à suivre? Alors je dirais que oui, mais il y a d'autres points qui nous font penser que cette hypothèse n'est pas la seule à exploiter. En effet, on peut se dire qu'il a voulu partir sur un coup de tête, comme il l'avait déjà fait quelques années auparavant, en 2017. En effet, il avait été retrouvé à Valence, en errance. C'est ce qu'on appelle un voyage pathologique. Et puis ensuite, il avait été interné à Valence, mais également à Arles pendant 3 ou 4 mois. Mais l'hypothèse privilégiée aujourd'hui par la famille, par les proches de Lucas, c'est le règlement de compte. Ils ont l'impression que certaines personnes savent des choses, mais qu'ils ne veulent pas parler. Il est vrai que les personnes, ou en tout cas certaines personnes qui gravitaient autour de Lucas au moment de sa disparition, peuvent avoir une mauvaise influence sur lui, et également, pour certains, peuvent être dangereux. Et je pense notamment dans ces personnes à R, à Monsieur H, à Djamila, ou bien encore à une personne dont je vous ai pas encore parlé, le frère de Djamila, dont il avait assez peur, il en était assez effrayé. Et on n'en connaît pas réellement les raisons à ce jour. Il y a des choses qui sont un peu suspectes, notamment il y a les bénévoles ARPD qui sont allés regarder le profil Facebook de cet homme et qui ont réalisé quelque chose assez d'étrange. C'est notamment une photo de profil du frère de Djamila qui est une photo de Lucas sans explication, postée comme ancienne photo de profil en mars 2022. Et j'ai pas regardé combien de temps elle était restée en ligne, mais je vais vous le mettre ici, au montage. Et donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Donc de plus, ce qui est important, je trouve, dans cette piste à explorer, c'est le fauteuil conducteur de la voiture qui est anormalement rapproché du volant. Et également à côté, le fauteuil passager qui est quasiment allongé. Et ça inquiète les frères, sœurs et les parents de Lucas, parce qu'en effet, cela pourrait faire pressentir que quelqu'un d'autre a conduit la voiture de Lucas et que potentiellement, Lucas pouvait se trouver allongé à côté, dans un état préoccupant, voire pire. Malheureusement, on ne le saura probablement jamais, puisque ça aurait été intéressant d'analyser les images de vidéosurveillance pour voir si en effet il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture et que la voiture s'était déplacée après minuit 21. De plus, un des frères de Lucas expliquait que lui, il était rentré dans l'appartement de Lucas après sa disparition et qu'il va constater une paire de baskets blanches de pointure 44 qui ne correspond pas du tout à la pointure de son frère qui lui fait du 41. Il y a également un jean qui va attirer l'attention du frère de Lucas, de Franck, car il est déposé au milieu de nulle part, comme si quelqu'un s'était changé rapidement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ce dossier avance ? Il y a des choses qui peuvent être encore réalisées à ce jour. C'est pas une disparition qui date d'il y a 15 ans, donc il y a encore des choses potentiellement qui sont sauvables, disponibles aujourd'hui, je pense, en tout cas pour faire des études un peu plus poussées. Il faudrait effectivement qu'il y ait des nouvelles investigations qui soient réalisées. Il faudrait que la famille prenne un avocat et porte plainte, je pense, avec des chefs d'accusation d'enlèvement et de séquestration. La voiture également pourrait par la suite être saisie, si elle est encore disponible, dans le cadre de cette probable instruction, et être analysée, et du coup des nouveaux actes d'enquête ciblés pourraient être réalisés afin que la lumière soit faite sur cette disparition qui est malheureusement encore irrésolue à ce jour. Il faut savoir que la famille y réfléchit, mais c'est un processus qui est assez fastidieux et qui demande que tout le monde se mette d'accord, sachant qu'il y a quand même une rupture familiale du côté du père, donc il faut que tout le monde soit OK avec ce processus. Il faut qu'ils réfléchissent à une solution, et pour moi, c'est en tout cas cette solution-là qui est la plus indiquée dans ce dossier. Je vous ai dit que vous pouvez avoir un impact, alors si vous n'avez aucune information sur ce dossier, tout simplement, vous pouvez mettre un commentaire, quel qu'il soit, mais toujours respectueux, pour que cette vidéo soit bien référencée sur YouTube. Vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, mais pour ceux qui auraient une information importante sur ce dossier, je mets en place comme d'habitude un formulaire, un Google Form, où vous pouvez laisser votre témoignage complètement anonymisé si vous le souhaitez. Donc je vous mets le lien vers ce Google Form en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Si aujourd'hui Lucas a mis fin à ses jours, ce qui est totalement possible, il se pourrait qu'il ait été retrouvé, qu'on n'ait pas fait le rapprochement avec la disparition de Lucas et qu'il ait été enterré sous X. Et la fameuse problématique des enterrés sous X dont je vous parle très souvent sur cette chaîne, je vais vous en parler encore plus souvent parce que c'est assez rageant, je trouve. La problématique qui fait que
il n'y a pas vraiment de corrélation, de relation faite entre les disparitions et les enterrés sous X. Il n'y a pas de fichier en fait qui permettent de faire des analyses qui pourraient potentiellement mettre en relation un enterré sous X avec un disparu. Ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à rechercher des personnes disparues pendant plusieurs années alors qu'en fait elles ont été enterrées sous X juste après leur disparition, et je pense notamment à la triste histoire d'El Mekki Terak. Je vous avais fait une vidéo de mise à jour puisqu'il y avait eu un fin mot à cette histoire, donc je vous les mets ici et également en description si vous voulez aller les voir. Donc aujourd'hui, j'ai envie de noter que notre association, la RPD, fait un travail de fourmi à travers une cellule spécialisée qui a été ouverte officiellement cette année, cellule qui s'appelle donc tout simplement Enterrés sous X, pour réaliser des tableaux comparatifs municipalité par municipalité. On en est là quand même, hein. Donc je peux vous le dire, c'est un travail de fourmi entre les disparus et les enterrés sous X. Ça passe d'abord par une récolte de toutes les informations des enterrés sous X de chaque commune pour ensuite faire un tableau à grande échelle. Ça a déjà porté ses fruits sur certains dossiers et on espère que ça mène vraiment à quelque chose sur le long terme. Donc merci à toutes et tous de m'avoir suivi pour cette plus courte vidéo mais néanmoins très importante. J'espère que vous allez la partager. Je sais que ce sont des histoires de disparition qui vous intéressent moins de par le profil en général, hein, je le dis, de la personne disparue, mais je veux toujours mettre en lumière ce type de disparition qui, pour moi, mérite d'être mis en lumière et potentiellement derrière pouvoir relancer un dossier, comme on l'avait fait d'ailleurs avec la disparition de Misha Ancinas. Merci à tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.